le Bienvenue à tous nos invités. Merci aux députés présents. Et nous passons maintenant au dernier point de l'ordre du jour pour la matinée. Et ce dernier point est consacré à un état des lieux en matière de droits de l'homme en Algérie dans le cadre du partenariat renouvelé avec le voisinage sud. Dans l'actuel contexte géopolitique, marqué notamment évidemment par le retour de la guerre sur le continent européen, l'Algérie est un partenaire stratégique dans le voisinage sud, comme l'a souligné le président du Conseil européen, Charles Michel, lors de sa visite officielle en septembre dernier en Algérie, et comme cela a été réitéré lors de la dernière réunion de la commission parlementaire mixte tenue à Alger, ainsi que lors de la visite du haut représentant Josep Borrell la semaine dernière. Tant l'UE que l'Algérie ont insisté sur l'importance d'efforts conjoints pour atteindre les objectifs de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie et pour mettre en œuvre les priorités de ce partenariat commun, notamment en ce qui concerne le dialogue politique, la gouvernance, l'état de droit bien sûr, et la promotion des droits de l'homme. À cet égard, des mesures de grâce présidentielle ou d'apaisement ont été accordées depuis que notre Parlement avait adopté sa résolution sur la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie en novembre 2020. Il y a évidemment tout lieu de se réjouir, de se féliciter et d'en féliciter les autorités algériennes, mais il y a un mais. Selon des organisations locales, plusieurs défenseurs des droits de l'homme sont toujours en prison et la liberté de la presse reste sous contrôle très strict et l'on pourrait même dire de plus en plus strict. Récemment, les autorités ont dissous la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui est l'une des ONG de défense des droits de l'homme les plus anciennes, les plus établies, les plus respectables et les plus respectées en Algérie. Afin de discuter de la situation actuelle dans le pays, nous avons le plaisir d'accueillir Madame le docteur Dalia Ghanem, experte
sur les questions algériennes. Nous aurons l'honneur, le plaisir et l'honneur d'écouter ensuite M. Saïd Sali, défenseur des droits de l'homme et vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui M. Abdelmadjid Zahalani, président du Conseil national des droits de l'homme de l'Algérie depuis décembre 2021. Mais avant de donner la parole à ces trois invités, je la passerai préalablement à notre collègue Mathias Niemetsch, qui a été élu président de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb la semaine dernière, et que je suis donc heureux d'accueillir en notre nom à tous au sein de notre sous-commission. Monsieur Niemetsch, la parole est à vous. Merci beaucoup, dear Chair, dear colleagues. Today's debate provides us an opportunity to... Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de soulever la question du respect des droits de l'homme en Algérie, le respect du droit humain et des libertés fondamentales sont garantis dans la Constitution algérienne et sont au cœur des préoccupations des relations avec l'Union européenne. Les règles de... C'est également l'état de droit est également une fondamentale qui doit être améliorée. Ceci doit être sujet pour améliorer le débat et le dialogue entre l'Algérie avec nos interlocuteurs algériens. Les priorités doivent être également refléter le focus qu'il y a sur les droits humains et sur la base démocratique. En mois d'octobre dernier, l'Algérie a été fait partie du Conseil de droits de l'homme pour une période de 2 années. C'est pour ça que le pays a une responsabilité particulière. La semaine dernière, le Parlement européen serait plus qu'heureux de collaborer activement avec l'Algérie sur ces sujets. Nous renforçons les relations avec le Parlement européen, avec l'établissement d'une commission conjointe. Nous avons maintenant une opportunité accrue pour discuter et de débattre sur les relations avec l'Algérie, y compris la bonne gouvernance et le respect de l'état de droit et des droits humains de manière générale. C'est un des sujets que notre commission conjointe travaillera lors des prochaines réunions de cette année. Et c'est pour cette raison que nous nous réjouissons de pouvoir nous pencher sur la question aujourd'hui et nous reviendrons sur ces questions avec nos contreparties algériennes. Je vous remercie. Peut-être qu'ici, oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je vais maintenant donner la parole à Madame Ghanem pour 8 minutes maximum. Très bien. Bonjour à tous. Heureuse d'être là. Je vais faire mon intervention en anglais car c'est ma langue de travail, mais je serai heureuse de répondre à vos questions en français. So, thank you again for having... Merci de m'avoir invité parmi vous. Je suis Dr Daniel Ghanem, je suis experte en Algérie. Je travaille comme analyste à EUESS, c'est-à-dire l'Institut pour les études des sécurités, qui est une agence de l'Union européenne. Pour comprendre ce qui se passe en Algérie aujourd'hui en regard avec le droit humain, il est important de connaître le système algérien, la nature du régime, disons-nous souvent. Il est très important de comprendre que l'Algérie est un régime hybride. Qu'est-ce que j'entends par cela?
C'est-à-dire qu'il y a des démocraties qui sont, il y a des éléments démocratiques et des éléments autocratiques. Il est possible de contester le pouvoir, mais l'aréna politique favorise tout de même les entités, les organisations et les individus qui ont le soutien des autorités. Des groupes ont pu travailler si on pouvait être manipulé pour fragmenter la société civile. Quand ils vont au-delà de la ligne rouge, ils sont démonalisés, marginalisés ou peut-être font l'objet de répression. Le résultat est presque toujours le même. L'organisation devient trop faible pour pouvoir se contester les actions du gouvernement. Ceci, donc, l'opposition existe en Algérie, mais ne peut pas prospérer. Et l'opposition est donc tenue contrôler étroitement. Et certainement, on peut mobiliser des groupes le régime utilise des moyens légitimes pour renforcer ces possibilités de restreindre les organisations de la société civile et pour influencer et restreindre leur influence. La fragmentation est si importante qu'en 2011, l'Algérie était un des pays les plus densément peuplés en termes de nombre d'associations de la société civile. Il y avait plus de 2000 et un très grand nombre d'associations d'ONG qui étaient registrées. Plus il y en a, plus ils s'affaiblissent en fait. Alors, sous prétexte de pluralité, on affaiblit donc la société civile, y compris les organisations travaillant sur les droits humains. Ça, ce sont des organisations qui peuvent être totémiques. Ici, nous avons un pays, dit-on, qui ont une vie associative vibrante. Mais finalement, il faut voir ce que ces organisations parviennent à réaliser. Parce que le résultat... Parce que regardez les médias, les radios, les journaux ont été fermés ou étaient dissoutes. Ce n'est pas d'aujourd'hui. En avril 2020, j'ai écrit un article sur la répression de l'opposition. J'ai expliqué comment le gouvernement algérien a utilisé les mesures mises en place à cause de la pandémie pour contrôler l'organisation de la société civile. Et puis finalement, je voudrais revenir sur la répression, parce que l'Algérie n'est pas ce qu'elle était dans les années 1990, et c'est très important d'en être conscient. Là, nous connaissions une répression violente, et tandis qu'aujourd'hui, nous connaissons une répression qui utilise des méthodes beaucoup plus subtil. Il faut savoir que le gouvernement sait rééquilibrer son genre de répression lorsque c'est besoin. Et ici, nous pouvons voir l'effet positif d'efforts de réformes sectorielles qui ont eu lieu. Et avant, nous avons un appareil sécuritaire, une police très bien formée, et nous avons vu que pendant la décennie noire, il y avait beaucoup de violence. Mais après le printemps arabe, nous avons eu une politique des forces de sécurité beaucoup plus cadrée, qui était en mesure de gérer les manifestations sans faire couler le sang. Et nous avons vu lors du Héran de 2019, lorsque nous avons vu des milliers de personnes aller dans la rue, nous avons vu que les forces de sécurité arrivaient à gérer la situation de manière pacifique, laisser les manifestants faire leurs manifestations sans utiliser de la violence. Et la situation change entre l'altruisme, la tolérance.
c'est-à-dire on laisse les personnes manifester dans tout le pays, comme dans la capitale, quelques concessions. Et puis avec le départ de Dr M. Bouteflika, et puis la répression. Alors ici, c'est très important de noter qu'il y a une réforme sectorielle qui a eu lieu, et de voir comment le pays a été obligé de concilier ses objectifs tactiques en gérant le Harat sans utiliser une violence ouverte contre le mouvement. Puisque j'ai le temps, je voudrais revenir sur ce changement et ce régime hybride, et que cette façon ou cette transformation n'est pas toujours prédéterminée. L'évolution peut se passer dans différentes directions. Il peut entamer des dialogues avec l'opposition ou peut-être se fermer et devenir encore plus autoritaire. Dans le cas de l'Algérie, nous avons vu que le président nouveau a montré de l'intérêt pour ouvrir le dialogue avec l'opposition, avec le Harak. On a fait il a montré des avancées sur ouvrir le dialogue et pour renforcer l'état de droit. Un mois après son élection, 17 personnes militants ont été relâchés de prison, mais plus de 300 autres personnes se retrouvent toujours détenues à cause de leurs opinions politiques et n'ont pas été libérées. Monsieur le Président a montré que la tendance vers l'intolérance envers l'opposition se renforce actuellement. Finalement, je voudrais attirer votre attention, c'est que le régime hybride ont besoin de moyens coercitifs. Plus on arrive à contrôler l'opposition ou ses voix, plus ils ont de chances de se perpétuer. Aujourd'hui, en Algérie, il arrive à combattre l'opposition et continuera probablement à le faire dans les années à venir. Selon les sources locales, il y a à peu près 300 personnes aujourd'hui qui sont détenues pour leurs opinions politiques. Très bien, je vous remercie. Eh bien, la parole est maintenant à Monsieur Saïd Sali. Je crois, monsieur, que vous résidez en Europe? Très bien. Bien, écoutez, la parole est à vous pour un maximum aussi de 8 minutes. Merci à vous, Monsieur le Président de la sous-commission des droits humains du Parlement européen, honorables députés, honorables assistance, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier le Parlement européen, particulièrement la sous-commission des droits humains pour son engagement envers la défense des valeurs qui nous unissent ici, à savoir les droits humains, la démocratie et la solidarité entre les peuples en lutte pour leur dignité et leur liberté. Je tiens à réitérer mes vifs remerciements au Parlement européen qui a déjà exprimé à 2 reprises, en 2019 et en 2020, par des résolutions claires, sa solidarité avec le peuple algérien en lutte dans le Hirak pacifique, pro-démocratie, en faveur du changement démocratique en Algérie. Je tiens à vous dire, en tant que défenseur des droits humains, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits humains, LADDH, dissoute aujourd'hui arbitrairement par le gouvernement algérien, combien j'apprécie cette occasion pour pouvoir porter cette voix et de partager avec vous ces moments de préoccupation sur la situation en Algérie qui vit les pires moments marqués par la fermeture totale du pays sur fond de répression tout azimut. Ça fait déjà des mois maintenant que les autorités algériennes continuent d'emprisonner des activistes pacifiques, des défenseurs des droits humains et des journalistes simplement pour avoir exprimé des opinions critiques et exercé leur travail. Effectivement, la situation des droits humains en Algérie s'est fortement détériorée depuis 2019. Ceci
est d'abord visible à travers la répression qui a caractérisé la réponse donnée au mouvement de contestation pacifique pro-démocratie dénommé Hirak, qui a donné lieu à une fermeture de l'espace civique, un recul de la liberté d'association et des libertés publiques, un durcissement du cadre juridique et la normalisation de l'usage d'accusations terroristes contre toute voix discordante. Depuis 2019, des textes de loi ont été promulgués sciemment en vue de criminaliser toute activité politique et civique autonome. L'amendement récent de l'article 87 bis du Code pénal relatif au terrorisme vient renforcer cette politique de répression massive. Ainsi, les réunions et les rassemblements pacifiques sont empêchés et interdits depuis mars 2021. Les marches du Hirak, celles de mardi des étudiants et des étudiantes, celles de vendredi qui ont été lancées à partir du 22 février 2019 à travers toutes les régions d'Algérie, sont aujourd'hui considérées comme un acte criminel. La loi des associations 1206 relative aux associations, celle sur les partis politiques, ainsi que la loi sur l'information, la loi sur la réconciliation nationale et de la paix qui consacre l'impunité et qui prive les victimes de la tragédie nationale des années 90 de la vérité et de la justice, ainsi que le projet de loi sur les libertés syndicales dont le droit de grève est clairement menacé, sont le parfait exemple de ce recul des libertés. Les partis politiques d'opposition, les associations sont harcelées, diabolisées, interdits, poursuivis en justice, voire dissous, pour leur activité pourtant légale. Les syndicats autonomes et indépendants n'ont pas échappé, harcelés et toujours exclus du dialogue social, ce qu'on appelle chez nous la tripartite, malgré les différentes plaidoyers des syndicats et des instances nationales et internationales. La justice, qui représente le pouvoir judiciaire, a perdu son autonomie et son indépendance et est devenue un instrument aux mains de l'exécutif qui vise à faire taire toutes les voix discordantes. Le cas du défenseur des droits humains Zaki Hnesh, réfugié actuellement en Tunisie et qui risque son extradition en Algérie, est préoccupant. Récemment, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, la LADH, dont je représente, a subi une décision de dissolution prise par le tribunal administratif d'Alger en date du 29 juin 2022. Suite à la requête déposée par le ministère de l'Intérieur le 4 mai 2022. Il s'agit d'une décision de dissolution définitive prise dans l'opacité et qui a été révélée fortuitement à l'opinion publique sur les réseaux sociaux au mois de janvier 2023, 7 mois après, sans aucune possibilité de recours. Cette décision s'inscrit dans une politique de revanche menée par les autorités algériennes à l'encontre de toutes les organisations politiques et civiques du pays, y compris des avocats, des journalistes et médias indépendants qui ont pris position pour le changement démocratique et pacifique en Algérie et qui ont été en faveur du Hirak depuis février 2019. Le sort des organisations à l'avant-garde de la société civile et politique sont toutes victimes de poursuites judiciaires pour des solutions telles que le rassemblement, l'association Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, de Radio M, de l'association SOS Bleuad et des partis politiques de l'opposition à l'image du Parti socialiste des travailleurs, PST, Mouvement pour la démocratie sociale, MDS, l'Union pour la citoyenneté et le progrès, UCP, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, et le Parti des travailleurs. Les syndicats autonomes, aujourd'hui, font toutes face à des mesures de dissolution, de gel et de fermeture. Face à cette situation, selon les priorités du partenariat Union européenne-Algérie, la relation avec les deux parties est fondée sur le respect mutuel, la reconnaissance et le respect des valeurs universelles et des engagements internationaux ayant trait à l'état de droit et au respect des droits fondamentaux. Force est de constater que ce partenariat, notamment du côté algérien, n'est pas respecté. Il y a une semaine, après l'audience avec le président algérien, le haut représentant, vice-président Joseph Borrell, a clairement annoncé la volonté de l'Union européenne d'approfondir le partenariat avec l'Algérie sur des sujets comme l'énergie et la sécurité. Il a ajouté que la promotion des droits humains, y compris la protection des droits fondamentaux, est un sujet important qui préoccupe l'Union européenne. Il est impératif que cela soit plus qu'une préoccupation, au vu de la situation actuelle en matière du respect des droits humains.
C'est pourquoi l'Union européenne doit rappeler au gouvernement algérien ses engagements qui le lient à l'Union européenne en vertu de l'article 2 en matière de respect des droits humains et de la démocratie. Et de mettre en œuvre les lignes directrices de protection des défenseurs des droits humains en Algérie. C'est pourquoi aussi que l'Union européenne doit rappeler les autorités algériennes à abroger les lois liberticides et cesser les pratiques qui limitent et criminalisent la liberté d'association, de réunion, de manifestation et de défense des droits humains, notamment par l'abrogation de toutes les lois liberticides, à savoir la loi des associations 1206, la loi des partis politiques 1204, la loi relative aux réunions et manifestations publiques, la 91-19, et la loi relative au travail, la 90-14, ainsi que l'adoption de nouvelles lois garantissant un régime de notification préalable pour la création des associations et des partis politiques, n'imposant pas des restrictions illégitimes sur les activités des organisations et protégeant pleinement les libertés publiques de leurs membres conformément à la Constitution, l'article 52 et 53 et au pacte international relatif aux droits politiques et civils ratifié par l'Algérie. La levée des dissolutions et gel des activités des organisations de la société civile, LADDH, RH et des partis politiques, PST et MDS et l'abandon de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre. L'abrogation de l'article 95 bis qui consacre le délit de solidarité et le 87 bis lié au terrorisme du code pénal et la levée de toutes les restrictions sur les financements étrangers nationaux et nationaux des associations sur lesquels sont poursuivis plusieurs activistes dont le chercheur Raouf Farah qui est actuellement en prison. L'abrogation des articles du code pénal utilisés de manière récurrente pour criminaliser les libertés fondamentales des manifestants et militants pacifiques et revoir les articles 87, 98 et 100 pour cesser de pénaliser les rassemblements pacifiques. Plus de 10 000 personnes ont été interpellées depuis le début du Hirak en 2019. Plus de 1000 personnes ont été emprisonnées arbitrairement. Jusqu'à maintenant, il reste encore 300 détenus d'opinion qui sont encore en prison, dont la majorité sont poursuivis sous l'article 87 bis relatif au terrorisme avec des peines très lourdes jusqu'à la peine capitale. Mettre fin à la répression, aux arrestations et détentions arbitraires, je termine, et aux poursuites judiciaires, au harcèlement et intimidation ciblant les défenseurs des droits humains, les acteurs de la société civile, les journalistes, les activistes politiques, de quelle que soit leur sensibilité idéologique. Procéder à la libération inconditionnelle et immédiate de l'ensemble des détenus d'opinion et l'abandon de toutes les poursuites et interdictions de sortie du territoire pesant sur les militants en liberté ou en liberté conditionnelle. Garantir la liberté et l'indépendance effective de la justice et du pouvoir judiciaire et préserver le droit à un procès équitable. Se conformer aux prescriptions du droit national, de la Constitution, aux standards universels des droits humains en matière de séparation des pouvoirs, permettre aux procédures spéciales du Haut Commissariat aux droits de l'homme ainsi qu'aux organisations internationales, aux ONG, de visiter l'Algérie. Ouvrir des enquêtes impartiales sur tous les cas d'allégations de torture et de recours excessif à la force commis par les forces de sécurité dans le cadre des manifestations publiques et traduire leurs auteurs en justice. Merci pour votre attention. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Et je vais maintenant passer la parole à Monsieur Zalahani, président du Conseil national des droits de l'homme de l'Algérie, que je remercie naturellement de sa présence. Monsieur Zalahani, vous avez la parole pour un maximum de 8 minutes. Juste 8 minutes. Mais oui, Moi, on dit énormément de choses en 8 minutes. Ah bon, on peut? Oui, Ok. bien sûr. Alors, c'est moi qui vous... Micro, s'il vous plaît. Ah, ok. Monsieur le Président, honorables membres de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, mesdames et messieurs, c'est avec donc un grand plaisir que je prends la parole ici devant vous et surtout devant les représentants de la souveraineté populaire européenne, c'est-à-dire les élus des peuples en Europe, notre voisin du Nord. Et donc, cette séance dans le cadre de cette séance consacrée à la situation des droits de l'homme en Algérie, comme on l'a dit, dans le cadre de la coopération renouvelée avec le voisinage sud.
Je dois souligner tout d'abord que l'Algérie, depuis le Hirak, tout le monde sait à peu près le mot Hirak, ça veut dire les marches populaires de la liberté de 2019, etc. Donc, l'Algérie a opéré de grands changements dans sa politique, dans ses structures, dans ses institutions, dans ses idées, et on proclame même l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, ça veut dire qu'on doit travailler avec un esprit nouveau, avec des instruments nouveaux, etc. Et on a inauguré tout cela par la Constitution de 2020. La Constitution de 2020, elle a été adoptée par référendum 1er novembre, qui nous rappelle le début de la révolution algérienne contre la colonisation française, 1954, 62 c'est l'indépendance. Donc le 1er novembre est très cher pour nous. Et donc on a lancé une réforme, peut-être elle n'est pas encore suffisante, mais c'est une grande réforme quand même, et particulièrement au plan des droits de l'homme. Au plan des droits de l'homme, cette réforme, je peux dire, donc, elle a englobé d'abord donc l'année 2021 qui a suivi la venue de la nouvelle Constitution. Elle a vu l'installation des institutions, ou bien nouvelles institutions, ou bien institutions renouvelées. Dans le cadre de nouveaux paysages, de la nouvelle Constitution de 2020, par exemple, on a installé la Cour constitutionnelle avec de nouvelles compétences larges. C'est quand même une Cour qui défend essentiellement les droits de l'homme. La Cour constitutionnelle qui dispose, on a installé également le pouvoir, c'était déjà avant 2020, mais on l'a renforcé avec une loi fondamentale en 2020. Je parle de la question préalable là concernant l'inconstitutionnalité des lois. Donc n'importe quelle personne peut se présenter devant un tribunal à l'occasion d'un procès et demander donc à ce qu'on voit si le texte est constitutionnel ou non, etc. Donc, il y a plusieurs institutions, par exemple, Conseil national des droits de l'homme, Conseil supérieur de la jeunesse. Le président de la République, dans un dernier discours, il a adressé un discours à tous les ministères, a dit aucune question concernant la jeunesse, les droits de la jeunesse, les devoirs de la jeunesse ne doit se passer au Parlement ou n'importe où, avant de passer d'avoir l'avis du Conseil supérieur de la jeunesse représentant tout le pays. Il y a le Conseil, donc l'Observatoire national de la société civile, le Conseil supérieur de la magistrature dont je fais partie en tant que président du Conseil national des droits de l'homme, sous donc l'angle des droits de l'homme, je suis là présent. Je vous dirai 2 mots à propos de ce Conseil. Je le dis tout de suite parce que je vois le temps passe vite. Donc, ce Conseil-là, j'ai été membre en 1945, en 1900, effectivement, c'est très ancien. En 1985, j'étais membre de ce Conseil. Il était présidé par le ministre de la Justice et majorité directeur du ministère de la Justice, minorité de magistrats. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, pour répondre un peu à la question de l'indépendance de la justice, est composé de 26 membres sous la présidence du président de la République, présidé souvent par le président de la Cour suprême. Le ministre de la Justice n'a pas accès. Les directeurs n'ont pas accès et 18 magistrats élus par leur pairs. Avec 6 ou 7 désignés par différentes institutions, Parlement, etc., et présidence de la République. Mais la majorité, c'est 18, et dont une petite majorité du syndicat de la magistrature, qui défend avec acharnement l'indépendance de la justice. Et donc, je suis témoin en toute honnêteté et objectivité. On vient de faire une session comme conseil disciplinaire, c'est-à-dire une session disciplinaire, etc. Bon. Et puis, il y a aussi une institution sur la protection des données personnelles. Il y a aussi l'institution sur la prévention et la lutte contre toutes ces institutions, contre la corruption. Toutes ces institutions ont été installées en l'an 2021. En l'an 2022, il y a des projets de loi qui commencent à venir.
projet de loi sur la liberté, sur le syndicat, le projet de loi sur la liberté, les libertés en général, et particulièrement la liberté de la presse, l'audiovisuel, l'écrite, etc. Et projet de loi concernant la traite des personnes, projet de loi contre la lutte contre la drogue, etc. Il y a plusieurs projets, particulièrement celui du syndicat, par exemple. Le projet est venu, accorder une large liberté, mais en organisant, en mettant de l'organisation dans l'anarchie syndicale qui régnait. On avait 30 syndicats, n'importe quelle personne peut téléphoner à une autre, 3 personnes qui s'installent dans un bureau, ils se proclament comme syndicat, et ça a créé une anarchie qui ne sert à rien pour défendre les droits des travailleurs, etc. Donc, la loi vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale, elle va passer devant le Sénat. Il y a en discussion actuellement donc, le projet de loi sur la presse. Et parmi les caractéristiques, vous me donnez 8 minutes, c'est très peu, mais parmi les principales caractéristiques, par exemple, la définition d'un journaliste. Qu'est-ce qu'un journaliste? Parce que beaucoup de délits dont on parle, délits d'opinion, ce ne sont pas des délits d'opinion, mais simplement... Là, je ne défends personne ici. Je parle en toute activité parce que j'ai lu les jugements. Comment motiver un jugement? C'est des actes en dehors de la compétence de telle organisation, telle la Ligue des droits de l'homme ou telle organisation qui s'exprime en dehors de sa compétence. Et des actes que même le Pacte international des droits civils et politique, il reconnaît à l'État, s'il y a atteinte à l'ordre public ou à la sécurité, etc., de limiter, de restreindre ces libertés qui ne doivent s'exprimer, ne doivent s'exercer que dans un cadre dans le cadre de la loi et conformément à la loi. Donc, il y a des projets de loi très important en cours, et je constate qu'il y a une précipitation de certaines personnes. On veut avoir, moi, le grand projet constitutionnel de réforme, il faut qu'il y ait d'abord des institutions, ensuite des projets de loi bien discutés, mûrement discutés, et ensuite on passe à la réglementation et on passe à l'exécution. Je pense que nous avançons très sûrement, avec des pas très sûrs, vers la grande démocratie dans le cadre de l'Algérie nouvelle. J'espère. Il y a des défauts, il y a des défaillances, certes. D'ailleurs, M. Joseph Borrell a bien dit qu'aucun pays ne peut prétendre respecter totalement les droits de l'homme, même un pays occidental bien ancré dans la démocratie traditionnelle ne peut prétendre respecter 100%. Il l'a dit à l'occasion là devant la 52e session du Conseil. Maintenant, si vous me donnez, Monsieur le Président, 2 minutes pour vous dire quelques mots sur l'Algérie en tant que nouveau membre du Conseil des droits de l'homme. Je vous donne 2 minutes, mais ce sera 2 minutes. 2 minutes, ok. Alors, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, l'Algérie, à Genève, elle opte d'abord, elle a présenté un papier d'engagement volontaire. Et c'est un papier très riche. Donc, il est publié, vous pouvez le lire tous. C'est un papier des engagements volontaires. Ce papier, il est terminé par une phrase. Il a dit « pour ne laisser personne pour compte ». Ça veut dire quoi? Il a repris la phrase inscrite dans le Congrès des Nations Unies de 2015, plan 2030, pour ne laisser personne pour compte, personne derrière la caravane. Les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Et en commençant par le développement durable, qui prend en considération les critères des droits de l'homme. Pour s'inscrire pleinement dans cette perspective, l'Algérie défend d'abord le dialogue. Donc, elle vient d'adopter des résolutions dans le sens d'adopter le dialogue au lieu de l'enquête, par exemple. Elle privilégie le dialogue. Elle adhère aux déclarations conjointes, par exemple, qui ouvrent la voie, par exemple, à la lutte contre la pauvreté. Parce que l'Algérie, en fait, elle veut s'inscrire pleinement d'abord dans le développement durable. Et elle le fait non seulement dans le pays, en Algérie, mais elle le fait même au niveau international. Vous savez, l'Algérie,
j'ai écouté Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, il a dit qu'on a besoin de l'argent pour aider l'Afrique. Et ils ont rassemblé, je pense, au niveau des Nations Unies, je me rappelle bien, 300 ou 400 millions de dollars. L'Algérie a consacré 1 milliard de dollars pour l'Afrique, le développement de l'Afrique à travers l'Agence du développement. Ce milliard va servir donc à ouvrir des postes de travail, à construire des écoles. 1 milliard de dollars, c'est important pour limiter la migration. Laisser les gens, parce que l'Algérie s'attaque aux causes profondes des déplacements des populations et non seulement à mettre des barrages ou à tirer sur les migrants. Non, l'Algérie veut laisser les gens là où ils sont, avoir un minimum de développement, un petit hôpital, une petite école. Voilà sur quoi l'Algérie travaille beaucoup. Et je pense avec tous ces projets de loi, toute cette perspective, je pense que vous allez voir et avoir devant vous l'année prochaine ou peut-être dans 2 années, d'ici, je me donne moi 2 ans, une Algérie vraiment nouvelle avec toutes ses règles. Donnez-nous cette quand même, Monsieur le Président, honorable député, donnez-nous aussi ce temps. J'ai parlé de la précipitation. Je dis un mot seulement et je termine, la Ligue des droits de l'homme, en fait, elle n'existait pas juridiquement parce qu'elle ne s'est jamais adaptée à la loi. La loi de 2012 sur les associations, il y a un article qui dit dans 2 ans, vous faites la conformité. Cette conformité n'a jamais été faite, donc on doit respecter les lois. Les droits de l'homme ne peuvent s'exercer réellement et concrètement que dans une société stable et dans une société stable et en respectant, pour être stable justement, il faut tout d'abord et en premier lieu respecter les lois, y compris pour la liberté religieuse, de la religion, etc. Je termine par un mot, Monsieur le Président. Un mot. Souvent, les délits d'opinion, c'est que les personnes, ou bien ils ne connaissent pas les lois, ou bien volontairement, ils font des choses qui sont... C'est-à-dire, je peux vous ramener la prochaine fois, si on a cette occasion... et merci beaucoup pour l'avoir donné, des jugements, je vous donne les motifs, ils n'ont rien à voir avec l'opinion, mais c'est seulement des dépassements qui peuvent porter atteinte. Encore, l'Algérie n'est pas une grande démocratie traditionnelle, stable, comme les grands pays, l'Amérique ou l'Angleterre. Nous avons encore besoin de 200, 300 ans pour arriver à ce stade. Mais j'espère qu'on y arrivera plus tôt. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole aux membres de la sous-commission. Je crois que nous commençons avec notre collègue Peter Van Dalen. Peter, vous avez la parole pour, je crois, 3 minutes maximum. 2 si possible. Allez, 2:30. Plus comme des mots supplémentaires. Go ahead. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik spreek moederstaal. Merci, Président. Je vais m'exprimer en néerlandais. Nous avons le concours des interprètes et en général, on parle à la vitesse VV', et ils sont là pour nous aider. Monsieur le Président, j'ai écouté les orateurs. Et la situation des droits de l'homme en Algérie montre qu'il y a un certain recul. Et on l'a constaté surtout au cours des dernières années. En plus, Président, je dois dire qu'il y a un certain nombre d'institutions qui sont considérées comme étant un danger pour l'État. Des groupes qui sont considérés comme étant terroristes. Moi, j'aimerais faire référence aux libertés. Au mois de février, nous avons, nous, un certain nombre de collègues, envoyé une lettre à M. Borrell sur la question de la liberté d'exercice de culte, puisqu'on sait que certains leaders religieux ont été arrêtés. On voulait savoir ce qui s'était passé. Donc cette lettre, elle a été rédigée et envoyée à M. Borrell. Les droits auxquels je fais référence d'ailleurs sont inscrits dans la Constitution. On a dit qu'il fallait qu'il y ait un dialogue public
avec les autorités publiques du pays concerné qu'il fallait qu'il y ait un débat qui soit organisé entre experts sur ces questions des droits fondamentaux. Mais j'aimerais savoir quelle est la situation maintenant. Qu'en est-il de la fermeture des églises, par exemple, en Algérie? J'ai des informations ici que je ne peux pas partager avec vous pour des raisons de sécurité. Et ces informations sont relatives à un certain nombre de personnes touchées par la fermeture de ces églises. Donc, je résume. Église fermée, arrestation de leaders religieux, ou en est-on en termes de liberté? Il semble que ces libertés n'existent pas dans ce pays. Une liste est publiée annuellement. Et dans cette liste, dans ce classement, le pays arrive à la 19e place. Donc je souhaite vous poser la question, et je pose la question également au Service européen d'action extérieure. Qu'en est-il du dialogue politique sur ces questions? Je pense qu'il faut agir. Il faut agir au bénéfice des droits de l'homme en Algérie. S'il y a infraction à ces droits, qui sont des droits fondamentaux, il faut mettre un terme à l'aide financière. Merci beaucoup. J'aimerais donc que vous me fournissiez une réponse. Merci. Merci à vous, Peter. Je donne maintenant la parole à Madame Yenbou pour le groupe Renew. 2h30. Merci. Non, ça sera court. Merci, Monsieur le Président. Enfin, je crois. Madame Ghanem, j'ai bien aimé l'image que vous avez utilisée dans une période où on combat la... Pardon? Vous n'entendez pas? Si, c'est bon. J'aime beaucoup l'image que vous avez utilisée pour parler de régime hybride. Donc, on serait dans une transition. Et dans une transition, du coup, vers quel côté? Et mes questions, c'est quelle tendance selon vous? Et qu'est-ce qui empêcherait de sortir de cette transition vers la démocratie? Monsieur Zahalani a parlé d'institutions, il a présenté des institutions. Est-ce que vous pensez que ces institutions sont un chemin vers la démocratie et qu'il faudrait laisser, pour reprendre ces mots, le temps d'une ou 2 années pour cela? Je voudrais reprendre les mots de M. Borrell qui dit qu'aucun pays ne peut appliquer à 100% les droits humains. C'est vrai, mais ça doit être quand même un objectif permanent. Et c'est celui qu'on doit garder en tête, l'objectif. Que reste-t-il du Hirak? Quelles leçons vous avez tirées de ce Hirak? Quelle solution, selon vous, pour la trop nombreuse vie associative? C'est vous aussi, Mme Ghanem, qui l'avez suggéré. M. Zahalani, vous avez dit que la Ligue, à ce moment-là, posait des difficultés. C'est ce que vous avez... donc, est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la Ligue pourrait se réinstaller en respectant les règles que vous avez données, en parlant de la Ligue algérienne des droits humains, il semblerait? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'elle pourrait venir se réinstaller dans le cadre que vous avez décrit? Et puis, une autre question, est-ce que vous pourriez aussi dire quelles sont les raisons de fermeture de différents médias? J'ai d'autres questions, mais ça sera s'il y a du temps. D'accord? Je laisse les autres parler. Ah oui, juste enfin, là, c'est une petite chose entre députés. Il a été organisé il y a 15 jours une réunion pour essayer d'aider les chrétiens, mon cher collègue, en Palestine. Et c'est étrange parce que dans ce cadre-là, très peu de députés étaient présents pour défendre lorsqu'il s'agit de défendre les chrétiens. Non, vous n'y étiez pas, monsieur. J'ai même fait remarquer que personne n'y était de votre groupe. Donc, ça serait bien que lorsqu'on défend les chrétiens, on les défend partout, même si je ne remets pas en cause qu'il y ait des problèmes en Algérie. Je donne maintenant la parole à Jordi Solé pour le groupe des Verts. Thank you, Mr. Chair. Merci, Président. La situation aux droits de l'homme en Algérie est préoccupante pour nous. Il y a des changements superficiels au système politique et à la Constitution, suite au mouvement de protestation du Hirak. Mais ça n'a pas produit des effets positifs sur la liberté, bien au contraire, en tout cas jusqu'ici.
jusqu'ici, on ne voit pas de vraie amélioration. Il y a plusieurs aspects, plusieurs exemples qui illustrent cette dégradation. Le cas le plus parlant est celui des Human Rights League. Il y a une décision prise en 2022, mais qui n'a pas été rendue publique avant 2023, et sans que l'association concernée ne sache qu'elle faisait l'objet d'une procédure judiciaire. La décision de dissoudre cette entité, qui est un phare en termes de lutte pour les droits de l'homme en Algérie, dans toute la région, pose problème. Les arguments sont génériques. Non-respect des valeurs nationales, rencontre avec des ONG hostiles à l'Algérie, ou implication dans des activités aussi suspectes, telles que se positionner sur des questions telles que la migration. Et également participation à la révision périodique de l'ONU. Les droits des défenseurs des droits de l'homme et des opposants politiques sont réduits à la portion congrue. On peut mentionner la dissolution d'ASME Action Jeunesse, autre association. L'accusation de terrorisme a été utilisée de façon très douteuse pour mettre hors la loi certaines organisations, par exemple le mouvement d'autodétermination, la Kabylie. On les a accusés d'activités terroristes alors que ces organisations, dont le leader est en exil, revendiquent de n'agir que de façon pacifique pour défendre les droits culturels et linguistiques du peuple kabyle, un peuple qui historiquement s'est senti délaissé par les autorités d'Algérie et qui demande des améliorations, et leurs exigences ont été souvent accueillies avec plus de répression. Les pressions, malgré le Irak, continuent sur les médias indépendants. Il faudrait faire plus pour qu'il y ait un respect des droits de l'homme et qu'il y ait un environnement où chacun peut exprimer librement son avis et où chacun peut véritablement défendre ses propres droits. Du côté de l'Union européenne, on recherche des liens plus forts, on recherche une plus grande coopération avec l'Algérie, sur le volet énergétique notamment. On prévoit de reprendre les relations commerciales entre l'Algérie et les différents États membres, mais il faut demander à ce qu'il y ait de vrais progrès en matière de liberté démocratique et de respect des droits de l'homme. Et j'espère que ça ne va pas prendre 300 ans. J'espère que cette nouvelle Algérie pourra être un pays où les droits de l'homme seront mieux défendus et que cela se fera le plus vite possible et donc ne pas attendre 300 ans. Merci Jordi. Je vais donner maintenant 2 minutes à Madame Ghanem et à Monsieur Zalani pour répondre aux questions qui leur ont été posées. Si vous le voulez bien, Monsieur Zalani, on va commencer par Madame Ghanem et puis ça vous donnera le temps de préparer votre réponse. Voilà. Madame Ghanem, la parole est à vous. Oui. Alors, je vais répondre à la question de la transition des tendances et des institutions nouvelles. So what I said in my speech. Alors, moi, ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est qu'on était face à un régime différent de ce qu'est, entre guillemets, une démocratie parfaite. J'ai écrit un livre là-dessus. Qu'est-ce que je dis dans ce livre? Je dis que si on arrête d'appréhender l'Algérie à travers un paradigme qui est celui d'un pays dans une situation démocratique, alors on pourrait comprendre ce qu'est l'Algérie. Il y a un auteur qui continue de dire que l'Algérie est dans un état de transition permanente. Alors ça me plaît comme formulation et en même temps ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que ce pays est en transition depuis 1989 avec l'Enfitel, l'ouverture. Et depuis lors, on parle de démocratisation. Je pense qu'à l'époque, l'intention du régime était de s'ouvrir dans une certaine mesure, mais de ne pas faire la transition pleine et entière vers une démocratie. Et c'est pour ça que j'insiste lorsque je parle de régime hybride. Moi, ce qui me rend perplexe, c'est qu'en général, les gens ne se rendent pas compte qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Bien évidemment, tout le monde aimerait avoir au sud
un voisinage démocratique, respectueux des droits de l'homme. Et le fait, c'est que ce n'est pas le cas. Et l'Algérie n'est pas le seul pays dans ce cas. Et donc mon avis, et c'est ce que j'ai dit dans mes conclusions, qui date de juin 2022, mon avis donc, sur la base de toutes les recherches faites et sur la base de tous les entretiens que j'ai menés, et en me penchant également sur ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'on sera toujours dans cette situation hybride. Parfois, il y aura un peu plus d'ouverture. On l'a vu en 1989, on l'a vu en 1999 également, lorsque Bouteflika est arrivé au pouvoir. Et on a vu une fermeture totale pendant la décennie noire. Et je pense que ça qu'on assiste actuellement, c'est qu'il y a malheureusement un glissement vers plus d'autoritarisme. Ce qui peut battre en brèche cette tendance, c'est que le régime algérien a été utilisé pour exploiter des ressources économiques et politiques lorsque le besoin s'en fait sortir. Par exemple, en 2011, lorsqu'il y a eu des difficultés en Tunisie, en Libye, ils ont réagi très rapidement. Ils ont mis des ressources politiques à disposition, c'est-à-dire un paquet de réformes politiques. Ils ont réformé la Constitution, etc. Et ils ont également mis sur la table des ressources économiques. Certains ont dit, alors ce qu'ils font, c'est acheter la paix, appelons cela comme on veut, mais le fait est que lorsqu'il y a des ressources économiques, généralement ces ressources sont utilisées pour changer le sort de la population dans une certaine mesure. Avant la guerre en Ukraine, l'Algérie fournissait à l'Europe 10% de son gaz. Aujourd'hui, c'est 12%. Et donc le pays traverse un peu une situation d'état de grâce. Il y a un retour sur la scène internationale. Le pays organise le sommet de la Ligue arabe, organise également les Jeux méditerranéens. Et donc le pays se sent de plus en plus à l'aise. Et donc je pense que la situation pourrait devenir dangereuse. Est-ce qu'il y aura de la confiance pour plus d'ouverture ou alors au contraire pour se refermer? Une dernière réponse sur l'Irak. Je pense que personne ne peut véritablement dire dans quel sens est-ce que l'Irak va, car c'est un mouvement qui a été garrotté, mais il y a une chose qui est sûre. L'Irak a pris au dépourvu le régime en 2019. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un mouvement global. Les gens de Betna, du Sahara, d'Alger, de tout le territoire participaient au Irak. Et je pense que la leçon qui a été retenue par le peuple et par le régime, c'est que tout peut arriver à n'importe quel moment. Il ne faut pas sous-estimer les citoyens, il ne faut pas sous-estimer leur capacité à agir, mais il faut vraiment que lorsqu'on parle de changement, il s'agisse vraiment de changement. Intervention au micro. Un dernier mot. Giuseppe da Lampedusa, dans son roman Le Guépard, a dit que si vous souhaitez que les choses changent, il faut que tout reste pareil. Et c'est exactement ce que les autorités algériennes ont fait avec la politique nationale. Monsieur Zalani, je vais être équitable. Vous aurez donc aussi 4 minutes 30, mais pas plus que 4 minutes 30. Quelques secondes, Monsieur le Président. Non, 4 minutes 30. 4 minutes 30. Alors, je vous remercie, Monsieur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie les honorables députés. Je remercie Madame Ghanem. C'est grâce à elle que vous avez 4 minutes 30. Je remercie Madame, mais toute l'assistance de nous écouter, de consacrer ce temps à la démocratie et aux droits de l'homme, finalement. Je voudrais dire un mot quand même, en faisant référence aux grandes démocraties occidentales. Je n'ai pas dit qu'en Algérie, on va attendre 300 ans pour arriver à faire à réaliser les droits de l'homme en Algérie. Pas 300 ans, monsieur, honorable député. Donc, mais pas 30 ans non plus. Pardon? Pas 30 ans non plus. Non plus. Peut-être. J'ai dit tout à l'heure 2 ans. J'y attendais, nous, dans 2 ans, c'est-à-dire moi, je vois les choses parce que le président de la République, je l'écoutais quand il parlait, il dit, cette année, c'est quoi? L'année de la Constitution, des réformes, l'année des institutions, l'année des projets de loi, et cette année, on commence la consécration.
c'est-à-dire mettre en pratique. Donc j'ai parlé de la précipitation. Il fallait attendre un petit peu, aider. Parce que pour développer les droits de l'homme, il faut déjà passer par la stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas de droits de l'homme. Il n'y aura pas de droits de l'homme, je le répète. Et ça, c'est pour cela que je défends. Et en plus, il faut passer par la vérité. La vérité quand on discute de tout. Je voudrais vous donner un petit exemple. Des personnes qui peut-être se trouvent en prison parfois parce qu'ils ne disent pas qu'ils ne disent pas la vérité, mais ils disent, je ne dirais pas entre parenthèses, des mensonges, c'est-à-dire des choses inexactes. Il y a un certain prisonnier, le feu Debbazi, mort à l'hôpital de Bnimsous, étant prisonnier à la prison de Kolia, qui est à peu près à 20 km de cet hôpital. Tout le monde a parlé qu'il y a un décès à la prison pendant plus de 15 jours. Je me suis déplacé, je suis allé voir le directeur de la prison, le directeur des prisons, etc. Tout le monde, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cet état? Tout le monde parle, c'est vague. Finalement, je me suis aperçu que la personne a été transportée à l'hôpital de Bnimsous. Personne n'a dit ça. Et quand le ministre de la Justice, après mes déplacements, il a fait une déclaration à l'Assemblée nationale, il a dit il est mort à l'hôpital après d'avoir passé, parce qu'il a une maladie qui n'a rien à voir avec le problème de la prison. Et là, c'est un mensonge. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ceux-là qui provoquent des problèmes dans des pays quand même qui ne sont pas... C'est pour ça que j'ai dit l'exemple. L'Angleterre et l'Algérie, un mot peut provoquer des problèmes en Algérie. Ce n'est pas la même chose qu'en Angleterre, par exemple, ou en France, ou des pays traditionnellement démocratiques. Voilà. Concernant maintenant les questions, pour la liberté des cultes, s'il vous plaît, personne n'a été inquiété pour sa religion. Non. Juste parce qu'il a construit, il a fait défaut, c'est-à-dire d'urbanisme, il construit dans les sous-sols, etc. Il faut donc qu'il y ait des problèmes qui n'ont rien à voir avec la religion elle-même. Il y avait un congrès récemment, c'est-à-dire on a parlé de il y a des dizaines d'églises en Algérie. Ils ont parlé librement et que tous les problèmes viennent des dépassements qui n'ont rien à voir avec la liberté religieuse. Les constructions, les autorisations pour construire, la manière de construire, ça doit être un lieu public, il doit avoir un accès, par exemple, directement sur la voie, en ferme. Il ne peut pas être dans un sous-sol. C'est un premier exemple. Pour la Ligue, chère madame, honorable députée, pour la Ligue, ce n'est pas seulement ce problème d'adaptation avec la loi 2012 des associations ou encore dans la nouvelle loi. Pourquoi ne pas revenir dans le cadre de la nouvelle loi? Oui, mais qui n'est pas encore venue. La nouvelle loi, elle est discutée dans tous les niveaux pour qu'elle soit une vraie loi libérale pour les associations. C'est un avant-projet en ce moment. Il n'est pas passé encore au Conseil des ministres. Alors, la Ligue, elle a d'autres problèmes. Par exemple, actuellement, elle a 5 chefs. Et on ne sait plus. C'est pour ça que le ministère de l'Intérieur a déposé sa demande devant le tribunal administratif. Non, parce qu'il y a on ne sait plus à qui on a affaire. Qui a l'agrément finalement? Parce que c'est la Ligue de la défense des droits de l'homme, mais il y a bien 4 ou 5 sections. C'est-à-dire un certain monsieur tel, un certain... On ne sait plus à qui on a affaire. Même dans un pays démocratique, on dissout. Donc elle a été déjà dissoute de fait, et maintenant, il y a ce problème, nouveau problème. Et en plus, elle sort de son objet parfois. Mais je ne parle pas du fond. Moi, je parle déjà de la forme. Elle est 5 chefs, madame. Voilà, c'est très problématique. J'ajoute un mot. Vous êtes déjà à 5 minutes, monsieur. Ok. Non. C'est bon alors. Ok. Merci. Je voudrais juste dire, pour la migration, l'Algérie fait beaucoup pour la migration, mais à sa manière. C'est-à-dire, elle cherche les causes profondes et elle essaye de les traiter. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais maintenant remercier... vous souhaitiez reprendre la parole? Oui. Je dois répondre quand même. Ça parle de la Ligue. Je suis de la Ligue des droits de l'homme. Je comprends. Merci. Alors, merci beaucoup. Je tiens d'abord à préciser que si je suis ici devant vous, c'est parce que d'abord je suis réfugié. J'ai quitté l'Algérie, justement, 6 jours avant la dissolution de la Ligue, et je ne savais pas. Mais le climat était tellement tendu, dangereux, que j'étais obligé, contraint de quitter la Ligue, de quitter l'Algérie. Par rapport à la Ligue, alors la Ligue s'est conformée à la nouvelle loi des associations en 2014, la 1206.
Elle s'est conformée, un dossier a été déposé au ministère de l'Intérieur. Seulement le ministère de l'Intérieur a refusé de répondre. Pas seulement à la Ligue, mais à toutes les organisations qui travaillent sur les droits humains, y compris RAJ, qui a été dissoute après. On était une dizaine d'organisations. D'ailleurs, en 2018, on a même porté une loi alternative, justement, des associations. Et depuis 2014, nous avons tenté de contacter, de correspondre avec le ministère de l'Intérieur en vain. Le ministère de l'Intérieur refusait de nous répondre. Mais seulement en 2015, en 2014 et en 2016, on a été reçus à la présidence. Moi-même, j'ai été reçu à la présidence de la République en tant que responsable de la LADDH. Et on a discuté pendant 2 heures, à l'occasion justement de la réforme de la Constitution. Nous avons activé depuis 2014 jusqu'à 2019. On a eu plusieurs autorisations, plusieurs justement activités et même un partenariat en 2015 avec le Conseil des droits de l'homme. En 2015, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Cela n'a pas empêché justement la Ligue de fonctionner. Mais seulement par rapport à la question du juge de la dissolution de la Ligue, je vous invite justement à aller voir le jugement qui a été rendu public 8 mois après sa dissolution. C'est vrai que ça parle de la question de la crise interne qui a été en quelque sorte aussi créée et même amplifiée par le gouvernement en créant des ligues parallèles dans le cadre du colonnage, parce qu'il a essayé à un moment de domestiquer et de récupérer la Ligue, ça n'a pas marché. Mais les raisons réelles qui ont été invoquées et bien mentionnées dans le jugement, c'est d'abord le travail de la Ligue. On nous reproche d'être affiliés à la Fédération internationale des droits de l'homme. On nous reproche d'être affiliés au réseau européen et méditerranéen des droits de l'homme. On nous reproche d'être affiliés à la coordination maghrébine des organisations des droits humains, qualifiées clairement dans le jugement d'organisations sionistes et pro-marocains. On nous reproche de défendre les détenus d'opinion. On nous reproche d'organiser des rassemblements de solidarité avec les détenus d'opinion. On nous reproche d'accompagner le Hirak. Voilà les raisons qui ont été évoquées clairement dans le jugement. Et je n'invente rien, le jugement il est public. Je vous invite à le lire. Ça, concernant la question de la Ligue. Et je m'arrête là. Je n'ai pas à répondre. De toute façon, moi, j'ai aussi la chance de parler avec vous concernant la Ligue. Mes amis qui sont en Algérie sont en prison, sont interdits de sortie de territoire. Ils n'ont même pas cette possibilité de s'exprimer. Et concernant les droits de recours, la Ligue a été dissoute par la première instance, par le tribunal administratif d'Alger, sans qu'on n'ait même pas la possibilité de recours et de se défendre face justement à ces accusations devant le tribunal. Je m'arrête là-dessus. Concernant le Hirak en Algérie, qu'en est-il du Hirak? Aujourd'hui, le Hirak en Algérie est combattu. Aujourd'hui, le Hirak en Algérie est criminalisé. Aujourd'hui, le Hirak en Algérie, le gouvernement fait tout pour faire oublier le Hirak. D'ailleurs, à l'occasion du 4e anniversaire du Hirak, qui a eu lieu le 22 février passé, bien que le Hirak a été décrété la journée fériée, le 22 février, le gouvernement a empêché les Algériens même de célébrer cette journée. D'ailleurs, il n'y a eu aucune célébration de la journée du 22 février, décrétée journée nationale et fériée. Sur la transition, moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de transition en Algérie. Il y a de la continuité. La seule transition qui a eu lieu en Algérie en 2019, c'est une transition clanique qui a permis à un clan du pouvoir d'accéder justement au pouvoir et de se débarrasser de l'autre clan. Mais seulement cette transition aujourd'hui qu'on présente, c'est une transition justement qui consacre la continuité, plus que la continuité, le durcissement et le recul des libertés. Aujourd'hui, cette nouvelle Algérie qu'on promet aux Algériens, elle est pire que l'Algérie ancienne. Elle est pire que l'Algérie que nous avons combattue dans le cadre du Hirak pour le changement démocratique. Je termine sur la dernière question, et là je m'adresse à l'Union européenne sur la question de la stabilité. Justement, tout le monde parle de la stabilité, notamment en Algérie, et on a bien entendu cette question-là maintenant depuis des années, notamment chez nos voisins, en Tunisie et ailleurs. Aujourd'hui, je pense que la seule stabilité qui peut prévaloir, c'est la stabilité par les droits humains et la démocratie. On ne peut pas parler de stabilité sans justement le respect des droits humains et la consécration d'une démocratie effective. Sinon, je termine. Voilà, écoutez, merci à tout le monde. Nous allons passer maintenant à la partie in camera de notre réunion. Je vais donc demander à toutes les personnes qui ne sont ni les conseillers politiques ni les membres du Parlement de bien vouloir quitter la salle, y compris, je vous en demande pardon, nos invités. Je vous chasse.
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.